Donc, premier intervenant, la place de la chirurgie implantaire dans la réhabilitation fonctionnelle des patients traités pour un cancer de la cavité buccale. Cette présentation est assurée par Guy Letout. Merci. Guy Letout est maître de conférence des universités, praticien hospitalier en chirurgie orale et responsable du service de chirurgie orale du centre hospitalier de Saint-Brieuc. Mon cher confrère, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir invité. C'est comme on veut. Mesdames, Messieurs, je vais donc vous parler. Parce qu'on voit mieux. Oui, Oui. Donc, je vais vous parler de la place de la chirurgie implantaire dans la réhabilitation fonctionnelle des patients traités pour cancer de la cavité buccale. Vous savez que ces patients-là sont d'abord passés dans les mains de nos collègues ORL, pour lesquels il y a une exérèse de la lésion carcinologique et une reconstruction par lambeau libre. Alors, il y a donc 3 types de lambeaux qui sont utilisés. Il y a le lambeau libre de fibula, le lambeau de scapula et le lambeau libre d'iliaque, de greffe iliaque. Donc tout ça pour vous dire que les patients que je vais vous présenter ont bénéficié d'une de ces 3 techniques. Les conditions de réhabilitation anatomique chez ces patients-là sont très différentes des patients normaux, non opérés, puisqu'ils ont des différences à la fois au niveau des tissus durs et au niveau des tissus mous. Au niveau des tissus mous, on n'a pas de gencive. Cette gencive est remplacée par la peau du greffon de libre. On a énormément de tissus graisseux sous-cutanés qui correspond à la palette graisseuse qui est sous la peau. On n'a pas de vestibule buccal puisqu'il a été supprimé par l'exérèse de la mandibule ou du maxillaire. Et enfin, on a souvent une ankyloglossie puisque dans les lésions du plancher de bouche, il y a une partie de la langue qui est également enlevée, donc la langue est fixée. Voilà ce qu'on peut retrouver comme... S'il n'y a pas de flèche, non. Si. On peut retrouver ici, quand on dissèque, vous avez la palette cutanée et l'épaisseur de graisse que l'on a. Vous voyez que quand on enlève cette épaisseur, on retrouve ici le greffon osseux, et c'est à ce niveau-là qu'il va falloir poser les implants. Donc c'est une situation anatomique totalement différente d'un patient lambda. On a aussi une ankyloglossie ici, une absence de vestibule. Là, c'est un maxillaire, donc on n'a aucun relief. C'est un maxillaire qui est totalement plat du fait du greffon et de la maxillectomie qui est faite au préalable. Vous avez ici la palette cutanée avec des poils ici. La langue est fixée. Là également, vous avez une langue fixée, une absence de vestibule. Donc vous voyez qu'une anatomie totalement différente d'un patient qui n'a pas subi ce type d'intervention. Il veut plus... Voilà, pardon. On va passer en arrière. Voilà. Sur le plan esthétique, vous avez souvent une latérodéviation qui existe. Vous avez un profil qui est totalement plat, du fait de l'absence de menton qui n'est pas reconstruit. Hop. Là, vous avez une microstomie. Vous voyez le patient en ouverture buccale. Donc, c'est une difficulté importante lors de la réhabilitation de ces patients-là. Sur le plan des tissus durs, eh bien, comme je vous disais, ce qu'on ait une fibula ou qu'on ait une scapula, on a une hauteur osseuse qui est très faible, avec des hauteurs de 6 à 8 mm au grand maximum. On a des densités osseuses qui sont totalement différentes des densités d'une mandibule ou d'un maxillaire, avec un os qui peut être très dur, ce qu'on appelle de classe 1 ou classe 2 quand c'est une fibula, ou alors un os extrêmement mou, de classe 4 quand c'est une scapula ou quand c'est un greffon de greffe iliaque. On a aussi des décalages de niveau osseux entre l'os natif résiduel et le greffon osseux, et on a souvent présence de matériel d'ostéosynthèse au niveau des sites où on doit mettre des implants. Voilà une patiente qui a été réhabilitée avec un greffon ici
de fibula. Vous voyez le décalage qu'il y a ici, le matériel d'ostéosynthèse un peu partout. Sur cette coupe ici, voilà la fibula où on doit mettre des implants avec une vis d'ostéosynthèse. Et ce que vous voyez ici correspond à l'axe où on doit mettre les implants. Vous voyez le décalage qu'il y a à la fois en hauteur et à la fois dans le sens antéro-postérieur. Encore une anatomie différente avec ici une chirurgie non interruptrice de la mandibule, donc avec un décalage ici, et ici dans une reconstruction, vous voyez la marche d'escalier que l'on a. Sur le plan clinique, vous voyez la différence entre le niveau de la crête résiduelle et ici, la fibula qui a été reconstruite. Vous voyez le décalage que l'on a là, qu'on voit en vue verticale, où on a une absence de vestibule que l'on voit très bien ici. Quand on lève le lambeau, qu'on met ce qu'on appelle un guide chirurgical, c'est-à-dire c'est l'endroit, ça correspond aux futures couronnes qui vont se remettre sur les implants. Vous voyez le décalage qu'il y a entre l'os greffé, on voit ici la plaque d'ostéosynthèse, et la hauteur qui manque. Et enfin, le matériel d'ostéosynthèse qu'on voit un petit peu partout, vous voyez que pour poser les implants, eh bien, il faut faire le ménage, entre guillemets, enlever des plaques, des vis, pour pouvoir positionner les implants comme il faut à ce niveau-là. Donc tout ça pour dire que les conditions sont très différentes. Est-ce que tous les cas peuvent être traités? Non, parce que quelques cas, malheureusement ici une greffe de fibula qui n'a pas refait l'angle de la mandibule, ce patient-là, il n'est pas appareillable, on ne peut pas mettre d'implant, ça ne correspond à rien puisqu'on n'a pas du tout de problème d'occlusion. Et on a quelques cas avec soit des pseudarthroses, soit des fractures, soit les pertes, absence d'ostéosynthèse qui sont une contre-indication à la chirurgie. Donc il faut bien visualiser les patients avant. Donc le principe de la réhabilitation implantoportée chez ces patients opérés, c'est de redonner un environnement identique à un environnement normal. C'est-à-dire qu'il faut au moins 3 mm de gencive autour des implants. Il faut un vestibule qui a une profondeur minimale de 1 à 1,5 cm. Il faut créer un couloir prothétique pour pouvoir faire une prothèse qui sera fonctionnelle, qui sera facilement nettoyable également. Il faut redonner de la mobilité au niveau de la langue et au niveau de la joue. Et il faut un minimum de 2 à 4 implants dans les régions parasymphysaires. Tous ces implants-là doivent être mis dans de bonnes conditions pour permettre une bonne hygiène autour de ces implants. Alors, on a plusieurs questions à se poser. Quelle chirurgie reconstructrice doit-on réaliser? Quand est-ce qu'on va poser les implants? Quand est-ce qu'on doit mettre en charge, c'est-à-dire mettre les couronnes sur ces implants? Et quel type de prothèse doit-on réaliser? Et encore, est-ce que toutes ces chirurgies correspondent à bénéfice pour le patient? C'est quand même le principal objectif. Alors, quand poser, j'ai fait une revue très très rapide de la bibliographie, le temps a parti. Quand poser les implants, il y a une revue Medline sur 808 articles. 16 ont été retenus dans cet article-là, puisqu'il y avait un suivi implantaire de 5 ans. En dessous, ce n'était pas très intéressant. Vous voyez que 4449 implants ont été posés dans des greffes osseuses, 753 dans les greffes osseuses. Il y avait majoritairement des greffes à la mandibule, puisque 3400 implants à la mandibule. Tous ces implants ont été enfouis. Et donc de ce travail, de cet article publié en 2021, on voit que les implants peuvent être posés soit pendant la chirurgie de l'embout, c'est-à-dire en même temps que la pose de l'embout, avec un taux de succès de 92%, ou alors les implants sont posés carrément en fin de traitement, une fois que le traitement oncologique est terminé, c'est-à-dire radiothérapie et chimiothérapie quand même, avec un taux de succès de 86%. Bon, l'avantage, bien sûr, de la pose des implants primaires, c'est-à-dire pendant la reconstruction, c'est de permettre la cicatrisation, ce qu'on appelle l'ostéo-intégration, c'est-à-dire la cicatrisation des implants dans l'os avant la radiothérapie. Mais le problème, c'est que souvent, on a des implants qui ne sont pas forcément tous à la bonne place et des implants qui ne sont pas utilisés. Et tout ça repose sur une planification en 3D qui doit correspondre à la fois la chirurgie d'exérèse et la chirurgie reconstructrice, qui est un défi très important. Alors, la réponse à nos questions du fait du travail bibliographique, quand implanté, vous l'avez compris, soit pendant la reconstruction, soit 14 mois après la fin de la radiothérapie. Quand mettre les implants en charge, à peu près tout le monde est d'accord qu'il faut attendre 6 mois d'ostéo-intégration. Chez un individu non irradié, c'est à peu près 2 mois. Et avec le taux de succès qui est quand même relativement important, puisqu'on est à 90% chez les patients en phase primaire, c'est-à-dire avant la radiothérapie, 86% chez les patients dont les implants ont été mis 14 mois après. Alors on va voir des cas cliniques pour
illustrer un petit peu tout ça. Voilà un patient de 35 ans qui a eu un carcinome verruqueux, un T4N0M0. Il n'a pas eu de radiothérapie. On lui a fait un lambeau de fibula. Alors on voit ici la palette cutanée dans le fond de la bouche. Vous voyez, la reconstruction a été faite à un niveau très intéressant puisque vous n'avez pas de décalage. Le greffon de fibula a été mis à la même hauteur que la crête, ce qui veut dire qu'on n'aura pas à traiter le problème osseux et on aura simplement à traiter le problème de vestibule à reconstruire et de tissu muqueux qui manque. Donc voilà le patient, vous voyez, on ne voit pas du tout, l'angle mandibulaire a été reconstruit, la petite cicatrice ici d'intervention. Ce patient-là a très peu de séquelles. Donc quand on travaille sur le plan du cone beam, c'est-à-dire la reconstruction 3D, ici ça correspond à un guide radiologique et qui sera également un guide chirurgical. C'est les couronnes qui doivent être mises, qui sont simulées ici sur les coupes de profil. Vous voyez le niveau osseux qui est là. Eh bien, on va positionner un implant ici, qui sera dans de bonnes conditions par rapport à la crête, à la position idéale. Voilà tout ça, ce cas reconstruit. Vous voyez qu'il y a eu tout simplement une chirurgie du vestibule faite, une greffe de gencive qui a été prise au niveau du palais, les implants ont été mis, les couronnes sont en place dans l'axe des autres couronnes, avec une réhabilitation fonctionnelle importante chez ces patients-là qui étaient jeunes. Un autre patient de 40 ans, c'est un patient qui avait un T4 du maxillaire, donc T4N2M0, il a une maxillectomie partielle. Et il a eu un lambeau cervical avec un curage, une greffe libre de fibula. Il a eu une radiothérapie, radiochimiothérapie. Vous voyez ici la greffe de fibula qu'on voit ici. On le retrouve ici sur la radio panoramique avec la plaque d'ostéosynthèse. Donc l'hémimaxillectomie et greffe de fibula microanastomosée. Ceci est une reconstruction 3D avec la simulation des futurs implants que l'on doit poser. Et vous voyez le guide radiologique que l'on va retrouver ici comme dans le cas précédent. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est l'IMRT, c'est-à-dire les radiations modulées qui nous permet, on se met en contact avec le radiothérapeute pour savoir quelles sont les zones qui ont été irradiées, à combien de grès. Dans ce cas-là, le patient a reçu 60 grès au maxillaire et 35 grès à la mandibule. Bon, on travaille dans le maxillaire, donc on va poser nos implants dans un os irradié à 60 grès. Je vous rappelle que le risque d'ostéonécrose commence à partir de 50 grès à peu près, c'est là qu'il est le plus important. Donc on est dans ces risques-là. Et donc ce patient-là, qui se situe à peu près un an et demi après, 1 an et demi à 2 ans, pardon, après la reconstruction, vous voyez qu'on a réussi à mettre, donc la fibula est ici, la cellulose native qui est là, 4 implants ont été positionnés, la plaque d'ostéosynthèse, je l'ai enlevée ici car elle gênait, et puis on voit sur la coupe 3D comme tout à l'heure, 4 implants ont été positionnés ici. Alors sur ces 4 implants, puisqu'on n'a pas de vestibule, on ne peut pas faire une prothèse totalement amovible. Donc il a été choisi de mettre sur ces 4 implants, vous voyez ici les cônes de transfert qui permettent de prendre les empreintes. Et une barre a été faite avec des cavaliers et une prothèse amovible est réalisée. Là, c'est une radiographie intrabuccale qui est intéressante puisqu'elle se situe à peu près à 1 an après la pose des implants. Vous voyez ici, dans la greffe de fibula, on a une parfaite cicatrisation de nos implants. Et vous voyez la jonction entre la greffe de fibula et l'os natif, et les 2 autres implants dans l'os natif. Vous voyez, vous n'avez pas de différence en termes de cicatrisation dans les 2 cas. Voilà la prothèse qui a été faite, donc l'intrado, l'intérieur de la prothèse, avec les petits boutons qui vont aller dans les boutons pression pour avoir une stabilité. Et voilà donc le résultat final. C'est un cas que j'aime beaucoup parce que c'est un patient qui était demandeur, il a 40 ans, et ce patient-là, il voulait retravailler. Donc grâce à ça, il a repris son travail, il a repris son activité, il a repris une vie sociale tout à fait normale. Et il est extrêmement content, d'autant plus que la première fois que je l'ai vu, je lui ai posé cette technique-là. Il m'a dit non, on m'a dit qu'il ne fallait pas faire d'implant, que ça n'allait pas marcher. Je lui ai dit, vous allez voir, ça va marcher. Et il était 2 ans après extrêmement content d'avoir repris son travail. Un autre cas d'une patiente plus âgée, c'est une patiente de 70 ans qui a été opérée d'un T4N0M0 par pelvimandibulectomie interruptrice et une greffe iliaque. Elle a eu 60 grès. Donc voilà la greffe iliaque, 60 grès. Vous voyez qu'elle avait encore quelques dents, mais une prothèse qui ne tenait pas, une déviation, sa lèvre n'était pas soutenue,
déficits fonctionnels et des déficits esthétiques également. Donc, chez cette patiente-là, j'ai extrait les dents qui restaient et la première étape de l'intervention a consisté à refaire un vestibule, c'est-à-dire qu'on fait une incision sur la muqueuse ici, vous n'avez pas de gencive, et on va, dans un premier temps ici, libérer la tache de la langue, donc l'ankyloglossie. On va retrouver une hauteur de vestibule ici, et du côté externe, on va également libérer et refaire un vestibule. Voilà, ici, là, vous avez la greffe iliaque qui est le périoste, qui est conservé. C'est une phase très importante. Il faut absolument conserver le périoste, puisque c'est lui qui va nourrir les greffes qu'on va voir après. Et on va suturer dans le fond du vestibule la muqueuse. Chez cette patiente-là, donc j'ai mis 4 implants, voilà. Et vous voyez que ces 4 implants-là sont positionnés donc dans une position correcte pour pouvoir faire une prothèse, dans un couloir prothétique qui est correct. Mais on a le périoste qui est à nu. Donc il va falloir à la fois greffer et de la gencive et de la muqueuse. Donc la troisième étape est de prendre un greffon de muqueuse jugale. Donc on fait une incision ici en quartier d'orange, pour avoir un greffon à peu près de 2 à 3 cm. On fait attention ici à la commissure, bien sûr, pour pas qu'il y ait de problème fonctionnel, et puis au sténon. Et on va faire un prélèvement de greffon qui va être muqueux essentiellement. Voilà. On est au-dessus du plan musculaire, on n'a pas de séquelles fonctionnelles après. Et on va greffer cette muqueuse jugale le long sur notre périoste, on tient avec des sutures, et ça va nous redonner un vestibule qui va être correct avec de la muqueuse. Alors au préalable, on a pris des empreintes de la patiente et on a travaillé sur des modèles en plâtre et on a créé une gouttière qui va être mise sur tout ce vestibule recréé pour pouvoir créer une cicatrisation de deuxième intention. Cette mandibule-là, elle est cerclée autour de la mandibule avec des fils que l'on va enlever à 15 jours. Voilà le résultat un mois après, où on a la cicatrisation correcte avec les 4 implants. Sur ces 4 implants va être fait, voilà le cas avant et après. Vous voyez qu'on a libéré la langue, qu'on a retrouvé un vestibule, qu'on a une muqueuse qui est parfaitement saine et normale. Une barre a été faite pour pouvoir tenir une prothèse qui est tenue par des cavaliers qui vont se mettre sur cette barre-là. Voilà la patiente avec la radio panoramique et les prothèses en face. Et la patiente avant et la patiente après. Voilà. Il y a bien sûr des complications de cette chirurgie en territoire irradié. Ce sont des défauts de cicatrisation, des dénusunions, et contrairement à ce qu'on pensait au départ, ce n'est pas le problème osseux qui est le plus important, c'est le problème de muqueuse. Quand on a une muqueuse qui est bien suturée, qui fait un bon recouvrement, il n'y a pas de problème. On a bien sûr des pertes d'implants, on a effectivement un risque d'osteoragnodécrose puisqu'on a été irradié, et quelquefois on a des prothèses qui ne sont pas fonctionnelles parce que les implants ne sont pas posés au bon endroit. Alors, est-ce qu'on a amélioré la qualité de vie des patients? Il y a une étude qui a été faite. Alors, il y a sur les 555 études publiées sur ce thème-là, en fin de compte, 2 publications sont vraiment prospectives et 8 rétrospectives. Donc, sur ce peu de publications, on voit que la qualité de vie est améliorée entre 44 et 88% des cas. Le taux de survie des implants, bien sûr, dans les fibulas, c'est 99%, mais ça, c'est pas original. Et le taux de survie des implants est 95%. Donc, il faudrait bien sûr faire des études prospectives à long terme pour avoir vraiment quelque chose qui tienne la route sur le plan statistique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bien, merci au docteur Guy Letou. Merci d'être venu en transit depuis. Je vais vous signaler qu'on est collègues et amis de l'Université de Bretonne Occidentale. Donc merci d'être venu des terres bretonnes pour faire cette conférence à l'Académie de chirurgie. Et vous êtes en transit, je crois, pour le congrès de la Société française voilà, je repars tout à l'heure pour de chirurgie et de médecine orale qui se situe à Aix-les-Bains, je crois. C'est ça. Ce week-end, ce week-end, à partir de ce soir. Oui. Ben, merci en tout cas, et je vais donc céder la parole à l'assistance pour ceux qui souhaitent poser des questions.
Oui. Bonjour, merci de cette belle présentation. Didier Maurice. Donc moi je travaille à la HEGP à la Rivoisière. Je voulais savoir, puisqu'on a, nous, des irradiations qui montent le plus couramment à 70 degrés. Est-ce que vous posez au-delà de 60 degrés? Ah oui, sans problème, oui. Sans problème. Ah oui. Bon. Il y a toujours un risque, mais Ah on oui. pose, Oui, oui. bien sûr. Et on pose, oui. Ouais. Après, c'est une technique de pose d'implant qui est un peu différente du patient qui n'est pas irradié, puisque le principe, c'est de ne pas ouvrir. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un lambeau et de mettre l'os à nu, je fais simplement un punch et je passe à travers. C'est flapless. Donc, oui, flapless, oui, voilà, vraiment, c'est ça. D'accord. Mais c'est vrai qu'on a toujours eu, on nous a mis dans la tête que si on mettait des implants chez les patients irradiés, on allait avoir des ostéonécrose extensive et que ça va être une catastrophe. Et en fin de compte, toutes les publications montrent qu'on a des taux de réussite qui sont quand même pas mauvais, 80 et quelques %. Mais un peu sur le même sujet, j'avais noté que vous n'envisagiez les implants que 16 mois après la radiothérapie, ce qui nous... Ou tout de suite. C'est très tardif. Y a-t-il une raison? Oui, alors il y a plein de publications là-dessus. Il y a des publications qui disent qu'il faut le faire dans les 6 mois parce qu'on n'a pas encore justement l'effet létal de la radiothérapie. Il y a d'autres publications et la synthèse est qu'on attend vraiment que ce soit stable, qu'il n'y ait plus du tout de problème. Voilà. Ça c'est un problème, c'est un problème de microvascularisation osseuse qui est à l'origine de cette décision-là. Mais le taux de réussite est quand même plus important à 14 ou 16 mois qu'à 6 mois. Mais c'est vrai que le mieux étant de le faire avant la radiothérapie. Oui. Mais c'est extrêmement difficile parce que y a une étude, enfin une équipe américaine qui est celle de Brian Bell à côté de Vancouver, qui lui fait une chirurgie, ce qu'il appelle une chirurgie d'un jour. C'est-à-dire, tout est visualisé, tout est traité sur le plan 3D. L'exérèse, la pose de la reconstruction par fibula, la pose des implants et la pose de la prothèse. Donc ça veut dire qu'on fait une modélisation 3D de l'exérèse avec un kit de coupe de la mandibule. On a un kit de coupe de la fibula et sur ce kit de coupe, on a un guide pour poser les implants. Donc les implants sont posés soit directement dans la fibula avant qu'elle soit prélevée, ou soit directement en bouche une fois que la fibula est micro-anastomosée en place. Et la reconstruction prothétique a été également élaborée, ce qui fait que le patient se réveille. Il a plus son cancer, il a une fibula, il a des implants, il a une prothèse. Voilà. C'est ce qu'il appelle la chirurgie en un jour, en une fois. Donc je ne sais pas combien d'heures de chirurgie ça fait, mais voilà. Donc Et quels sont ces résultats? Ils ont publié ça il y a 3-4 mois. Donc Oui, donc. c'est vraiment récent. Mais tout repose sur la modélisation. Ce qui fait que si on a des problèmes d'acquisition d'image, qu'on a 2 mm de dérivation, tout est fichu. Alors il y a une autre technique qui consiste à mettre les implants dans la fibula. Ouvrir, on met les implants dans la fibula et on referme. Et on attend 3 semaines, 4 semaines. 4 semaines, ce qui correspond à la cicatrisation osseuse des implants. Et là, la fibula est retirée, la lésion carcinologique, mais on perd 4 semaines. Donc, sur le plan carcinologique, ce n'est pas forcément très bon non plus. Voilà, c'est des études qui sont en cours. D'autres questions? Merci. Merci, félicitations.